Un grand merci Yves pour cette invitation. Je suis ravi de revenir ici à Toulouse. C'est vrai que c'était 2019 la dernière fois quand je suis venu, donc avec Claire Lajeunie, et on parlait justement de comment éviter un peu les prochaines pandémies. Donc c'était vraiment, et je reprends un peu pratiquement pas le début, mais on va regarder un peu ce qui s'est passé, ce qu'il a fallu faire pendant toute cette période de pandémie de Covid. Donc j'ai la chance que, comme vous dites, alors je vais faire quand même attention à mon temps. C'est un petit peu larcin. Donc comme disait Yves, j'ai la chance d'être, je suis en formation d'écologie, mais j'ai la chance d'être basé donc, en Asie du Sud-Est et dans une faculté de médecine vétérinaire, je suis pas veto, et aussi prof associé dans une faculté de médecine tropicale. Je ne suis pas médecin, et ça veut dire que déjà à l'époque, ça fait depuis 15 ans que je travaille là-bas, et ça fait quelques années que je suis professeur associé dans cette université. Donc vraiment la volonté, finalement, de mettre ensemble des gens qui sont plutôt en écologie, avec des gens qui sont plutôt avec des problèmes de santé publique ou de santé animale. Donc, on avait commencé exactement avec cette diapo-là, en 2019, c'est-à-dire, je commençais avec comme j'avais fait ce qui s'appelle la prochaine peste, mais on racontait un peu tous ces problèmes de pandémie passée, 2019, Et donc, même si dans ma présentation, il y avait toujours ce risque pandémique, mais finalement, on ne croit pas, même quand on travaille là-dessus, on ne croit pas, et quand ça apparaît, ça fait vraiment, ça fait tout drôle, vraiment pas important. Et c'est vrai qu'on est venu en 2019, je vous rappelle juste, il se passe quelque chose fin 2019, mais c'est surtout janvier 2020. Juste pour vous rappeler, 17 janvier 2020, là-dedans on commence à avoir les premières estimations, c'est quelque chose qui se passe à Wuhan, on commence à estimer, et on fait des estimations d'environ 1700 cas simplement. Et là déjà les gens trouvent que c'est un peu gros, tout ça, et puis ça démarre vraiment, le 23 janvier, la Chine est en lockdown, en isolement, 18 millions de personnes. Et ça sort aussi en disant qu'il y a seulement que les Chinois qui sont capables de faire ça. En France et ailleurs, c'est pas possible. On l'a bien subi, Ça a été aussi en France et ailleurs ce grand aspect, Et après, ça continue. On va pas vraiment, on pourra plutôt en discussion, voir un peu les différentes théories de cet émergent du SARS-CoV-2, ça va pas être un peu l'objet, C'est plutôt d'essayer de comprendre, dans un premier temps, un peu cette présentation, dans un premier temps, c'est finalement, est-ce que ça c'était prévisible, est-ce qu'il peut y en avoir d'autres? Et puis, quelles sont les causes un peu qui sont derrière toutes ces pandémies, pas seulement que celle-ci, les épidémies. Et puis, dans un deuxième temps, finalement, qu'est-ce qu'on se met vraiment à faire, surtout à partir de 2020, pour vous montrer avec cette nouvelle approche Une seule santé, OMS, et je crois une mobilisation assez forte, en tout cas d'un point de vue des organisations internationales, pour après parler un petit peu des travaux et parler un peu des choses qui sont un peu mieux, parce qu'après la partie pas très gaie, donc ce sont des choses un peu plus intéressantes, de dire finalement qu'est-ce qu'on peut faire en termes de prévention, comment on peut agir directement et localement, et je vous montre un peu des travaux qu'on mène avec des communautés locales depuis une dizaine d'années et les administrations locales. Donc, oui, pas vraiment grand chose de nouveau, parce que si je reprends toutes les données, c'est les épidémies. Si on regarde, j'ai repris des données qui étaient à la fois basées sur des données de santé humaine, donc ce qu'on appelle les maladies zoonotiques, les maladies qui sont liées aux animaux, sauvages ou domestiques, comme le chien par exemple, mais aussi comme le poulet ou comme le cochon. Ou on se regarde des maladies vectorielles, donc qui sont transmises dans les agents sont transmis par des moustiques ou par des tigres, on pense à la dengue, chikungunya, Zika. Donc on voit bien qu'on a vraiment depuis les années 60 une véritable augmentation, après des petites baisses, j'étais jusqu'en 2020, et évidemment on a une grosse baisse, et on va essayer d'expliquer pourquoi on a ces grosses baisses. Mais en même temps, si on regarde des maladies qui sont, alors sur des pas de temps un peu plus récents, qui affectent les animaux, qu'on appelle les animaux de rente, on voit aussi bien une augmentation de ces épidémies. Et si on voit les maladies, toutes les épidémies qui affectent la faune sauvage, là aussi on a une très grosse augmentation avec une multiplication par 3 en une quinzaine d'années à peu près.
Donc on voit bien qu'il se passe quelque chose. En ce moment, vous entendez bien parler avec la grippe aviaire, les grippes aviaires avec des mortalités considérables sur la faune sauvage, et qui sont aussi bien des oiseaux d'ailleurs que des mammifères, donc s'inquiètent relativement, de façon assez importante. Ça veut dire que c'est lié aussi avec une forme de globalisation. Donc on va le reprendre un petit peu sur une chose différente, mais finalement, je vous présente de temps en temps des graphiques qui peuvent vous sembler un peu compliqués, mais finalement tout ça est relativement simple. Si on regarde ce que je vais présenter, ces épidémies par pays, on peut regarder si ces épidémies sont associées, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a des épidémies de même maladie qui sont partagées entre différents pays. Et ça nous donne finalement une indication que ces maladies sont transmises entre pays. Et on a des modèles, des statistiques qui nous permettent de regarder comment finalement ce patron de partage des épidémies peut changer au cours du temps. On appelle ça, par exemple, la modularité. Alors, de façon très simple, ça varie entre 0 et 1. Quand c'est égal à 1, ça veut dire que rien ne se partage. Tout le monde, finalement, s'il y a une épidémie dans un pays, il reste dans un pays. Il ne se partage pas. Évidemment, c'est jamais le cas. Il y a toujours, donc c'est toujours inférieur à 1. Et vous voyez, dans les années 40, c'était au niveau de 0,7. Par contre, ça peut descendre jusqu'à 0. Ça veut dire quoi, 0? Ça veut dire, dans ce cas-là, dès qu'il y a une épidémie quelque part, elle se propage partout sur toute la planète. C'est un petit monde. C'est une pandémisation totale. Ça ne passe jamais, évidemment, sur toutes les maladies infectieuses. Mais on voit bien que c'est descendu dans les années 2019 jusqu'à 0,4. Donc on est vraiment, et surtout avec un petit point d'inflexion à partir des années 60, a vraiment un point d'inflexion qui nous a dit on est passé dans un stade, une sorte de globalisation des pandémies. Et évidemment, 2020, le Covid qui apparaît, qu'est-ce qu'on fait? On bloque toutes les frontières, les épidémies ne se diffusent plus. Donc il peut y en avoir, mais ne se diffusent plus, et d'ailleurs on est tous en lockdown, donc on s'expose beaucoup moins, comme les animaux d'ailleurs, et on a eu tout plein d'épidémies qui en sont complètement chutées. Donc ce qui explique finalement qu'on voit notre modularité qui est remontée à un niveau très élevé, soit qui est arrivé au niveau des années 60. On va le regarder un peu plus sur les aspects de globalisation. Alors je voulais dire, ça j'aurais dû le mettre avant, ces épidémies, ça concerne aussi les plantes. On a de plus en plus d'épidémies de maladies liées aux champignons sur les plantes, qui affectent, on voit la carte, de plus en plus la planète, quoi. Mais c'est aussi des maladies épidémiques qui sont sur les champignons. Ça aussi émerge sur les animaux. C'est là qu'on a eu des émergences sur des épidémies. D'ailleurs, on fait disparaître quelques espèces de choses de grenouilles en Amérique du Sud, quoi, et qui affectent énormément les populations de chauves-souris en Amérique du Nord. Donc on a ces émergences. Et je dis qu'on a même aussi une augmentation finalement des maladies non transmissibles, avec une forte augmentation. Alors finalement, ça, c'est pas des épidémies, parce que c'est chronique, donc c'est des maladies chroniques. Mais on voit le fardeau, donc c'est en termes, ça c'est en nombre de jours de vie perdus sur la planète. Donc, dû soit aux maladies respiratoires chroniques, fortement liées aux pollutions, soit aux maladies mentales qui sont reliées aussi à différents types d'aspects, et qui sont aussi, pareil, en augmentation vraiment dramatique sur l'ensemble de la planète. Donc tout ça nous donne qu'il se passe quelque chose en termes de santé et en termes de bien-être, et ça touche tout le monde. Santé des plantes, santé des animaux sauvages et domestiques, santé des humains. Et ça, on va essayer de comprendre un peu mieux ces planètes globalisées. Alors je vous avais montré un peu cette modularité, le fait que ce soit de plus en plus finalement globalisé, que les épidémies soient de plus en plus partagées. Si c'est lié à la mondialisation, ça veut dire que cette globalisation des épidémies devrait être associée avec la globalisation des transports aériens ou des transports de marchandises, ce qui est seulement le cas. Là, je vais simplement vous montrer sur le graphique du haut, on était, je ne sais pas où j'arrive à mettre le petit pointeur, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave.
Si on voit ici, on voit qu'on a une augmentation du nombre de passages aériens tout en haut. On était un peu moins de 400 millions à prendre l'avion en 1970. On était passé en 2019, juste avant l'arrêt du transport aérien, à plus de 4 milliards de passagers. Une augmentation de 1300%. C'est la même chose pour le trafic de fret, de fret aérien. C'est la même chose aussi pour le... Ok, voilà. Alors, 2 minutes, alors ça devient grave pour moi, parce que ça dépasse les compétences. Et donc, en fait, on a aussi cette augmentation très importante. Et si je prends en fait ce côté d'une modularité que je vous ai pris, sur cette globalisation, on voit une très bonne association, c'est-à-dire plus en plus il y a de passagers, ou plus en plus il y a de fret aérien, et plus en fait il y a une globalisation des épidémies. Donc une relativement bonne association entre les deux. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin, finalement, en regardant la relation avec le transport aérien. Alors ça, vous voyez peut-être pas très bien les cartes, mais finalement c'est des cartes mondiales et j'ai utilisé les données des connexions aériennes de par le monde entier. Donc on a toutes les connexions, on a tous les aéroports, donc on peut regarder finalement quels sont les hubs d'aéroports au niveau mondial. C'est-à-dire quels sont ceux qui sont les plus connectés avec le plus grand nombre d'aéroports. Si on regarde Wuhan qui est tout en haut, vous voyez que Wuhan, en fait, il n'était pas si connecté que ça. C'est une ville très importante de Chine, il était connecté en Chine, connecté un peu avec les villes d'Asie du Sud-Est, dont Bangkok, mais surtout la seule ville qui était en dehors, c'est Paris-Charles de Gaulle, qui était connecté en vol direct au Wuhan. Bangkok, par contre, on voit que ça change complètement déjà. Bangkok, on voit bien qu'on est bien dans un hub et qu'on est connecté déjà avec pas mal de pays de l'Asie, de l'Afrique en vol direct, et évidemment de plein de pays d'Europe en vol direct. Et par contre, j'ai mis Charles de Gaulle à Paris. On voit bien qu'on est en vol direct connecté avec tout. Finalement, il n'y a que le Pacifique, l'Australie, le Pacifique et la Nouvelle-Zélande qui n'est pas connecté en vol direct. Alors après, je me suis amusé à regarder quel est le lien entre la centralité, c'est-à-dire le fait qu'un pays soit très connecté, soit très central dans le réseau global de la mondialisation, au moins du transport aérien, et le nombre de jours après la déclaration du Covid-19, donc l'émergence en Chine, le nombre de jours qu'il a fallu pour avoir détecté les premiers cas. Et là, on voit qu'on a une très bonne relation, c'est-à-dire que plus un pays en haut est central, déjà de façon globale avec toutes les maladies, plus un pays central dans la globalisation du transport, plus il est central aussi dans le partage de toutes les épidémies. Mais aussi, plus le pays est central dans le transport aérien, plus le temps pour avoir le premier cas détecté de Covid-19 a été très court. Donc ça veut dire que des pays qui sont très centraux, comme la France, on est vraiment obligé d'avoir des systèmes de surveillance vraiment très efficaces pour pouvoir réagir et détecter rapidement les informations. Alors ça, on peut se dire, oui, mais c'est du passé, effectivement, est-ce que c'est vrai que c'est que de la corrélation, est-ce que ça va? Donc je l'ai retesté avec, juste quand on a ouvert après les frontières, donc 2021, enfin surtout 2022, quand on a vraiment ouvert, qu'est-ce qui s'est passé? Une autre épidémie est émergée, quelque chose qu'on ne connaissait pas vraiment, alors que j'ai oublié de mettre. Voilà, c'est le monkeypox. Donc on a le monkeypox qui est apparu, donc vous avez entendu parler de cette maladie, donc normalement on l'appelle maintenant mpox, parce que c'est pas du tout lié avec des singes, c'est pas une variole de singe, c'est un virus qui est sur des rongeurs sauvages africains, qui circule plutôt en Afrique de l'Ouest, un peu centrale. En Égypte, ça a émergé dans les années 70, peut-être en raison parce qu'on a abandonné la vaccination contre la variole, et donc la protection qui était sur un peu tous ces virus qu'on appelle des poxvirus était certainement perdue, et donc on a eu des gens qui ont été faits. Mais c'était essentiellement ce qu'on appelle du débordement. Des gens sont infectés, il y avait des épidémies, c'était pas dramatique, c'est plein de boutons partout, mais ça ne se transmettait pas. Il s'est passé quelque chose qu'on n'a toujours pas compris, c'est que le virus est un peu plus adapté aux humains et a commencé à se transmettre interhumain.
Donc très proche aussi, il faut être quand même proche aussi avec d'un point de vue salique, d'un point de vue comportement, donc quand même très proche, pas du tout une transmission aérosol. Et là on voit très bien aussi ce qui se passe, hein, c'est que les pays qui sont tout là-haut, comme les pays de la République démocratique du Congo, hein, Congo-Kinshasa, vous voyez des connexions, il n'y a pratiquement aucune connexion. Moi j'y étais, c'est hallucinant, il n'y a pas de vol vraiment direct, il faut passer par plein d'autres pays, donc ils sont peu connectés. Si on voit qu'en Nigeria, qui est un des plus gros pays d'Afrique, bah pareil, la connexion est très faible avec quelques pays européens, mais très faible, quelques pays africains, et on voit un peu le faible connexion. Et là j'ai repris les données, justement entre, toujours pareil, le nombre de jours après, je veux dire à partir du premier cas qu'on a pu rencontrer en dehors des zones épidémiques, donc on s'est rendu compte qu'il se passait, et finalement la centralité du pays. Et c'est pareil, c'est la graphique du haut, vous voyez qu'il y a plutôt une très bonne corrélation, c'est-à-dire plus on est central, moins il faut de jours pour que les premiers cas apparaissent. Mais ce qui est plus important, c'est peut-être la deuxième figure en dessous, c'est-à-dire que j'ai pris des données jusque fin juillet 2022, c'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à mettre en place vraiment du contrôle. Notamment en France, il y a vraiment une réponse très forte, et notamment toute la communauté, notamment avec le lutte contre le sida, qui s'est très fortement mobilisée et qui a permis finalement de stopper vraiment. C'est-à-dire vraiment une relation avec la santé publique, la société civile. Donc j'ai arrêté là parce que finalement on commençait vraiment à réguler. Si on prend les données avant, on s'aperçoit que plus un pays est central, c'est-à-dire un gros hub en termes de transport aérien, plus le nombre de cas après le début le démarrage de l'épidémie est important. Donc ça veut dire aussi encore une fois, c'est que non seulement on est rapide à avoir des cas, mais en même temps, si les cas ne sont pas vraiment détectés rapidement, ça veut dire qu'une épidémie devient immédiatement très difficile à contrôler. Donc ça veut dire que si ça nous pose des questions, c'est pour l'année prochaine. Hein. C'est quand on va avoir plein de gens qui vont arriver de partout le monde entier pour les Jeux Olympiques. On va mettre vraiment les systèmes de santé publique et de surveillance vraiment sous tension pour vraiment être sûr que rien passe sous le radar. Parce que les derniers, quand même, ça a été au Brésil, ça a été quand même quelque chose avec une grosse épidémie de Zika et chikungunya qui ont fait pas mal d'impact. Donc voilà, là c'est un peu, on va dire qu'on est bien parti pour que ça continue, mais finalement, il faut qu'on se dise, c'est quoi les facteurs? Qu'est-ce qui explique vraiment tous ces facteurs d'émergence? Le premier facteur, donc ça je vous ai représenté, je ne vous fais pas tous les inventaires, je vous en prendre quand même quelques-uns qui sont parmi les plus importants. Alors, facteur d'émergence, mais aussi facteur d'amplification, facteur qui accroissent les problèmes. Et on va plutôt se focaliser dans un premier temps sur ces maladies zoonotiques, c'est-à-dire sur ces pathogènes, ces agents infectieux qui aiment bien et les animaux et les humains. Enfin, les humains, les animaux non humains et les humains, ensemble. Donc ces maladies. Et un facteur qui est important, c'est l'élevage et la croissance en élevage. Donc on remonte encore quelques petites augmentations de données. Hein. Le nombre de vaches était inférieur à 600 millions sur 400 millions en 1960. On est passé à plus d'1,6 milliard en 2020. Le nombre de poulets qui était inférieur à 4 milliards, il va dépasser bientôt les 40 milliards de poulets sur la planète. Et le nombre de cochons qui était pareil au niveau de 500 millions, il a pratiquement atteint les 1,5 milliard en 2015. Mais après, il y a eu une épidémie de peste porcine africaine qui ne se transmet pas chez les humains, qui a décimé tous les élevages de Chine, de Vietnam et tout, donc on a eu une grosse chute. Mais ça y est, c'est reparti, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces buildings à cochons qui ont été construits en Chine, quoi, et là on met quand même plusieurs millions de cochons en élevage dans des HLM à cochons, quoi. Donc c'est vraiment reparti.
Et donc avec surtout des densités, quoi. On voit bien cette importance, mais surtout des densités très fortes. Hein. Donc on voit les vaches, c'est essentiellement l'Inde, toute la bande soudano-sahélienne, tout le Sahel, puis la vallée du Rift, hein, donc Tanzanie et Kenya. On voit bien aussi Chili, Argentine, Argentine, Brésil. Et puis on voit bien aussi un peu le Mexique, quoi, on voit bien l'Europe, certaines parties, et la Bretagne, entre autres. Et on voit pour les poulets, c'est vraiment la Chine, et puis toute une partie finalement d'Asie, quoi. Et en Europe, on voit encore une fois, c'est la Bretagne, qui est une bonne densité. Et on voit pour les cochons, la Chine très forte, quelques populations très, très, très densifiées, notamment en Europe et aux États-Unis. Et puis en Europe, on a quelques pays où on a la Bretagne, aussi encore. Ça montre bien aussi tous les soucis qui peuvent se poser en termes d'impact aussi environnementaux, qui sont autre chose, quoi, qui sont liés finalement à cette densification. Et ça a des conséquences importantes. C'est-à-dire, j'ai pris des données qui sont anciennes, qui ont été relevées et qui vont exactement dans le même sens. Le poids des vaches, la biomasse des vaches sur la planète, est plus importante que la biomasse de tous les êtres humains. Si on prend d'ailleurs les humains, tous les animaux domestiques, de rente ou je dirais de compagnie, ça représente 98% de la biomasse de tous les vertébrés. Et si on prend en nombre, je vous parlais des poulets qui ont dépassé les 30 milliards, donc sans compter les canards, les oies et puis autres volailles, ça va être en parallèle avec nos estimations concernant le nombre total d'oiseaux sauvages. Ils étaient estimés à 300 milliards en 1997. L'estimation qui a été faite au niveau global, au niveau de la planète, qui date de 2020, c'est de 50 milliards. Donc, très bientôt, il y aura plus de poulets sur la planète que l'ensemble de tous les oiseaux sauvages. Donc ça nous montre bien qu'on a quand même des soucis importants, à la fois en relation directe, et ça on a pu les tester de différentes manières, de façon directe, entre l'augmentation de ces élevages sur les maladies infectieuses, notamment les maladies zoonotiques, c'est très clair, et en même temps avec des impacts aussi directs et souvent indirects d'ailleurs sur la biodiversité. Pourquoi ? Parce qu'il faut nourrir tous ces animaux-là, donc il y a une forte conversion des terres, il y a des déforestations dans un endroit, il y a aussi d'autres simplifications, une intensification de l'agriculture, non pas pour nourrir les gens, mais pour nourrir les animaux. Donc ça pose quand même des soucis importants, sachant que là finalement on a une augmentation encore plus forte de la demande, essentiellement de la demande au sud. Donc, si on voit, et ça j'ai regardé un peu d'un point de vue géographie, si on regarde la démographie humaine, c'est pas tellement ça qui est important, d'ailleurs il n'y a pas de corrélation vraiment négative entre l'augmentation de la démographie et la baisse de biodiversité, c'est plutôt par les infrastructures, c'est par finalement l'augmentation du revenu, notamment l'augmentation des revenus dans les villes du Sud, l'augmentation de l'urbanisation qui fait augmenter la part de protéines animales dans la consommation. C'est-à-dire que les gens des villes mangent beaucoup plus de protéines animales que les gens des campagnes qui les produisent d'ailleurs. Donc ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose, donc il y a vraiment un travail à faire sur l'alimentation. Donc globalement, ça veut dire ça remonte à cet exemple-là. On a maintenant des évidences, en tout cas statistiques, mais aussi des évidences d'un point de vue, je dirais, factuel, entre la déforestation, alors plutôt dans les pays du Sud, de l'hémisphère Sud, et les plantations commerciales, avec les épidémies. Donc que ce soit les épidémies zoonotiques, comme je vous ai présenté, maladies aux animaux, et que les maladies vectorielles. C'est très clair, alors c'est surtout tout ce qui est en marron, là. Donc tout ce qui est la déforestation, elle est essentiellement pays du Sud. Pays du Nord, hémisphère Nord, on est plutôt dans des zones de reforestation, de reboisement. Pas forcément des forêts, je dirais, multispécifiques, c'est pas forcément de la qualité en forêt, mais on est plutôt dans des moments de reboisement, qui nous créent d'ailleurs d'autres soucis. On peut avoir des épidémies associées, une maladie de Lyme par exemple, ou d'autres maladies souvent associées avec certains types de forêts, l'absence aussi de prédateurs, on en reparlera. Mais on voit aussi tous les problèmes
de plantations commerciales. Et là, on a les données, surtout sur le panier à l'huile, donc qui est en train d'exploser, alors qui a explosé déjà en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, mais qui a beaucoup aussi augmenté en Amérique du Sud, en Amérique latine, et qui commence à monter aussi en termes de superficie en Afrique. Et là, on a aussi des très bonnes corrélations avec les épidémies de maladies zoonotiques ou vectorielles, quoi. Donc leishmania, malaria zoonotique, donc tu as vraiment tout un ensemble de choses qui se passent là-dessus, quoi. Donc ça, c'est quelques exemples. On aurait pu aller un peu plus loin sur des exemples concernant justement ces transformations des terres. On a des exemples liés aussi à l'urbanisation, notamment l'urbanisation, l'état urbain, l'urbanisation, ces contacts qui sont, et surtout là où c'est l'urbanisation maintenant, dans l'hémisphère sud. Tout ça, ça a comme conséquence d'une biodiversité en crise, et on va voir pourquoi la biodiversité, finalement, c'est la perte de biodiversité, on perd quelque chose. On perd quelque chose qui nous aide finalement à gérer, à prévenir les maladies infectieuses. Alors ça aussi, les données ne sont pas bonnes, il y en a plein, et notamment les données de l'ICN, on voit bien l'augmentation aussi du nombre d'espèces en danger. Les différentes données, on a les données, on ne voit pas très bien, mais sur l'index planète vivante. Alors normalement, on a une carte, on a une belle carte, et on voit que ça baisse surtout d'ailleurs, cet index planète vivante, ça baisse surtout sur tout l'hémisphère sud, de façon très importante, Amérique latine, Afrique, Asie du Sud-Est. Ça baisse, mais beaucoup moins finalement dans l'hémisphère nord. Et on a plusieurs raisons de penser que ça baisse moins, notamment avec finalement une baisse de la population rurale, il faut penser. On va aller vers aussi commencer à avoir une baisse globalement de la population, et surtout finalement des terres qui se repartent à l'abandon et finalement qui se reforestent, qui peuvent reparaître et qui avec y compris une refaunation, donc des aspects potentiellement à terme positifs qui pourraient apparaître sur la biodiversité. Et puis là, finalement, pourquoi c'est pas bien, qu'est-ce qui se passe? Je reprends en fait une donnée qui explique pourquoi j'ai travaillé en Asie du Sud-Est. Donc, toutes les régions intertropicales du Sud sont très riches en biodiversité. Donc, l'Asie du Sud-Est aussi, c'est un endroit vraiment très très riche en biodiversité endémique. Mais finalement, si on voit, c'est tout en rouge là, c'est là aussi le point chaud de biodiversité en danger. Donc, c'était pour moi relativement intéressant. C'est un point chaud de maladies infectieuses émergentes. C'est aussi un point chaud toujours de maladies tropicales négligées. Alors, il faut voir, vous avez vu les cartes jusqu'à présent, il y a beaucoup de biodiversité en danger, mais il y a aussi des élevages très importants, donc ils sont vraiment concentrés. C'est là aussi qu'on a des centres urbains. Je vis à Bangkok, c'est quand même quelque chose de voir un peu la densité urbaine qu'on peut avoir dans toutes les villes d'Asie du Sud-Est. Et il faut voir la densité de population qu'on peut avoir. Ce que je fais généralement, c'est pour les étudiants locaux, donc quand je enseigne, je leur fais en fait imaginer, tracer un cercle. On se met sur Bangkok, puis on trace un cercle pour intégrer finalement le Pakistan. Et on fait ce cercle, le rayon, en prenant le Pakistan. Qu'est-ce qu'on va avoir? En prenant évidemment la planisphère, on va avoir toute l'Inde, on va avoir aussi la Chine du Sud, on va avoir le Japon du Sud, et on va avoir toute l'Asie du Sud-Est. La moitié de la population même vit là. L'autre moitié de la population vit à l'extérieur. Donc ça explique bien quand même qu'on perd cette biodiversité, qu'on a aussi des tas de soucis. Donc après, on va pouvoir se poser la question, qu'est-ce qui va se passer en Afrique, qui va finalement avoir une urbanisation considérable qui est déjà mise en place, qui va trouver les populations dans les 30 prochaines années. Donc finalement, c'est quel chemin l'Afrique va prendre pour éviter ces chemins que l'Asie du Sud-Est a fait. Mais finalement, on peut mettre aussi directement en lien la perte de biodiversité, c'est-à-dire ce que j'ai pris, le nombre d'espèces en danger dans les pays, mais évidemment, prenant en compte la diversité totale des espèces connues. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on perd plus d'espèces là où il y a plus de biodiversité. Donc je contrôle. Et je reprends aussi le nombre total d'épidémies par pays, ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Le nombre total d'épidémies par pays, que je corrige aussi sur le nombre total de maladies qui ont été répertoriées dans ces pays. C'est-à-dire que ça permet vraiment aussi de se dire,
il y a plus d'épidémies, c'est normal, il y a plus de maladies infectieuses connues, donc on contrôle bien. Et là, on voit, qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'augmentation relative des espèces en danger est associée à l'augmentation relative des épidémies. Tout se passe comme si, en perdant la biodiversité, on perdait quelque chose de vraiment important sur la biodiversité, la régulation de la transmission. Ce n'est pas simplement les émergences, mais c'est vraiment cette régulation. Donc là, c'est un peu sur ce qu'on travaille, sur finalement ce lien entre faune sauvage et ce qu'on appelle écologie de la santé. Et quand on travaille beaucoup plus avec les sociétés humaines, ce qu'on appelle, et puis la culture, le fonctionnement économique des sociétés, ce qu'on appelle la social écologie de la santé, c'est-à-dire qu'on essaye de mettre ça ensemble. Alors, et là, ça va nous redonner un peu quelque chose, surtout les Covid. Alors, on repart sur les Covid, pour vous dire un peu, parce que finalement, les coronavirus, c'est pas nouveau pour les humains, c'est pas nouveau pour les animaux domestiques, et mes collègues de pas mal de pays d'ailleurs, des bons collègues, quand ils ont fait un travail assez intéressant qui est sorti en fin d'année dernière, ils ont essayé de retracer toutes les émergences qu'on a de coronavirus sur les humains et sur les animaux domestiques, et en essayant de les dater. Alors, évidemment, même si pour le passé c'est un peu difficile. Mais on peut voir que, alors, tout ce qui est en vert, ça a passé sur les humains, tout ce qui n'est pas en vert, c'est resté chez les animaux domestiques, et puis on voit que, premièrement, tous ces coronavirus sont issus de la faune sauvage, réellement. Chauves-souris, rongeurs, et potentiellement pour quelques-uns d'oiseaux. Tous, finalement, sont passés par, ou presque tous, par les animaux domestiques. Soit ils sont restés sur les animaux domestiques, y compris de compagnie, soit ils sont passés par les animaux domestiques pour aller chez les humains. Et donc là, on a pas mal d'exemples qui concernent des dromadaires, des lamas, des vaches, des chiens, des cochons, voilà. Et puis les nouveaux animaux qui ont été mis en élevage intensif, comme la civette par exemple, et peut-être d'autres à venir. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est cette grande accélération aussi. Premier, on imagine le XIVe siècle, quelque chose, XIIIe, XIVe siècle, et on voit que, jusqu'au XXe siècle, enfin jusqu'au XIXe siècle, XIXe siècle inclus, 3 émergences pendant tous ces siècles-là, datées, connues, qui ont touché les humains, qui sont datés. Après, le XXe siècle, finalement, on a 4 émergences. Et les 21 premières années du XXIe siècle, on a 8 émergences. Donc on voit bien qu'on est arrivé vraiment à une grande accélération. C'est-à-dire que si on ne fait rien, le prochain, c'est sûr. Donc c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va sortir, quoi. Donc c'est un peu le côté. Donc finalement, c'est ça de travailler dans un endroit parfait où on a, comme vous dites, ce cercle, très forte biodiversité en danger, très forte concentration animale, des échanges internationaux, tout ce qu'il faut, une biodiversité importante, une biodiversité en danger, finalement dans un espace qu'on appelle domestique, un espace, un habitat qui s'agrandit et qui prend de plus en plus de place sur la biosphère totale. Je vous ai montré les densités, les poids de tous ces individus, les densités. Tout ça pour une faune sauvage finalement qui est confinée, mais qui se retrouve finalement en échange avec une interaction entre des humains, des animaux de production, très important, et aussi en fait toute une faune péridomestique. Cette faune péridomestique, c'est celle qui aime bien les humains. C'est les rongeurs, les rats, les souris, comme ceux avec qui je travaille, que j'aime beaucoup. Et puis on a aussi les moustiques, un moustique tigre par exemple, ça aime vraiment bien tous ces territoires. Donc on se met vraiment dans un temps où finalement on appelle ce qu'on appelle ces spillovers. Ils sont peut-être pas plus fréquents qu'avant. Par contre, du fait de la très grande masse de tous ces animaux qui sont trop proches de nous, on favorise l'amplification. Et c'est cette amplification énorme qui permet finalement, qui nous augmente nos risques et le repassage sur les humains. Je pense que les métallères ont des exemples parfaits, mais on a aussi d'autres exemples qui montrent qu'on est vraiment dans cette logique-là.
Et là, dans la logique des Grépalmières, ça devient aussi pareil, parce qu'on a ces passages, et après ce qu'on appelle ce spillback, ce retour. Là, on voit bien qu'on a des Grépalmières qui ont augmenté en fréquence, on a de plus en plus, y compris dans les élevages, mais de plus en plus dans la faune sauvage, et on sait que finalement, c'est les fermes relativement intensifs, en tout cas très densifiés d'Asie, notamment d'Asie de l'Est, qui permettent finalement l'amplification, même la sélection, l'évolution de la virulence de ces virus, qui repartent dans la faune sauvage. Les oiseaux qui migrent, qui meurent aussi, mais qui vont réinfecter des zones et qui propagent. Là, en fait, il est arrivé même très récemment, aux États-Unis, ça a été au Canada, ça a fait des flambées épidémiques, à la fois dans les élevages, mais surtout dans toute la faune sauvage, et là, c'est arrivé en Amérique du Sud. SARS-CoV-2, c'est exactement pareil. Donc, on imagine ça, donc on ne sait pas encore complètement pour expliquer comment un virus était sur des chauves-souris, bien adapté à des chauves-souris, pas virulent du tout, totalement les chauves-souris sont totalement asymptomatiques. Comment finalement ce virus a pu passer sur les humains, hôte intermédiaire ou autre chose, comment ça s'est fait, en tout cas quand il est arrivé sur les humains, ça part sur toute la planète. Et là, on voit bien une capacité très forte de ce virus-là qui est repassé sur des animaux sauvages, mais qui sont mis en élevage. Les visons, la salle de l'Afrique avait 18 millions de visons en Hollande, c'était complètement. Je ne le savais pas. Donc, voilà, ils ont tous été ébouillés, tout à fait, j'ai pas mal de choses. C'est arrivé aussi sur des visons aussi américains, mais qui étaient en fait, qui sont redevenus sauvages. Donc, en Espagne, ils circulent dans ces visons sauvages. Il est passé sur pas mal d'autres animaux, donc les animaux de laboratoire, les rongeurs de laboratoire, des rongeurs aussi qui sont pour l'élevage, pour les animaux de compagnie, donc ce sont des hamsters dorés qui ont été élevés en Europe, contaminés, envoyés à Hong Kong, et qui ont contaminé les gens et qui ont fait une contamination locale communautaire. Et puis on a cet exemple après du cerf de Virginie, qui s'est décontaminé par 2 variants. Ça circule fortement et il y a des cas humains après. Donc finalement, on voit que c'est quand même hallucinant. En 2 ans, 3 ans à peine, ce virus-là a fait le tour de la planète, a infecté pratiquement tous les humains sur la planète, et est repassé dans au moins 2 continents différents sur la faune sauvage. Donc là, ça nous montre vraiment bien cette connexion qu'on a, tous les humains, et finalement tous les animaux, tous ensemble. Donc c'est cette connexion finalement planétaire et avec ce qu'on voit bien avec les épidémies, mondialisation, on favorise les échanges, on favorise les usages des terres, perte de biodiversité, on monte les infrastructures et tout ça a des effets importants sur les mobilités, l'urbanisation, et on est dans ce cercle-là. Et on voit bien que si on arrête, il n'y a plus d'épidémie. Donc c'est là où on va tout arrêter, c'est évident. Ça veut dire que ça nous fait quand même un petit peu réfléchir sur la manière dont on pourrait agir. Donc là, pour vous dire que oui, il y a une prise de conscience importante quand même, surtout au niveau des organisations internationales qui ont mis en place ou qui ont relancé ce qu'on appelle l'approche One Health, ou une seule santé. Une seule santé qui était au départ très santé humaine, santé animale, mais là qui s'ouvre beaucoup plus. Je passe ça avec, grâce finalement à la France et à l'Allemagne, tous les deux, donc en 2020, et ça a été vraiment lancé en 2021, un panel d'experts, une seule santé, donc j'ai la chance de rejoindre. On est 26, on s'était réunis encore la semaine dernière à l'OMS à Genève, et finalement ça a été la réflexion, comment finalement mieux lutter, quelle approche faut-il définir, cette approche de nouvelle santé, de donner la définition, finalement aider les organisations internationales qui sont au service des pays pour mettre à la fois des stratégies de prévention, mais aussi des stratégies, des stratégies de préparation et de réponse. Donc, la nouvelle définition OMS, finalement, j'aurais pu vous montrer les diapositives précédentes, c'est des choses qu'on avait déjà vues dans les années 20 par des écologues qui, en fait ce lien entre
la biodiversité qui ne s'appelle pas encore la biodiversité, mais les humains, la faune sauvage, et puis les animaux domestiques et les humains, et par la santé. Et aussi, je dirais, un gros événement qui avait été organisé à l'UNESCO sur la santé humaine, sur l'écologie humaine, qui poussait déjà à mettre en place des travaux importants entre connexion entre les changements qui étaient déjà reconnus, les problèmes de biodiversité, de meilleur usage et de conservation de la biodiversité et des problèmes de santé partagés. Donc finalement, c'est quoi qu'on a donné comme définition de la santé, d'une seule santé? C'est une approche qui est intégrée, qui se veut unificatrice, unifiante, et qui vraiment vise à optimiser, à équilibrer la santé des gens, des animaux, qu'ils soient aussi bien domestiques ou la faune sauvage, et des écosystèmes. Alors, santé des écosystèmes, évidemment, quand les gens sont des médecins, on se dit, mais ça veut dire quoi santé des écosystèmes? Je sais bien pour quelqu'un, ça veut dire quoi un écosystème malade? C'est une allégorie qui est vraiment défendue par les gens qui travaillent sur les écosystèmes, qui parlent de bon fonctionnement des écosystèmes. La bonne santé des écosystèmes, c'est un bon fonctionnement, c'est-à-dire des écosystèmes qui produisent ce qu'on appelle des services rendus par les écosystèmes, qui peut être la pollinisation, qui peut être l'eau, l'épuration de l'eau, la qualité de l'air, tout ce qui participe finalement de services rendus par la biodiversité. Et donc en fait, cette approche reconnaît que la santé des humains, des animaux sauvages et domestiques, des plantes, des écosystèmes, de l'environnement, tout ça c'est totalement lié et interdépendant. C'est-à-dire que travailler sur la santé humaine, ça ne peut pas être déconnecté de la santé des plantes. Pourquoi? Parce que si on a des plantes en mauvaise santé, on a des problèmes de sécurité alimentaire, on a d'autres problèmes qui se mettent en cause, et donc en fait il faut travailler ça aussi pour la santé humaine. Pareil pour la santé animale. Si on a des animaux, généralement ce sont les animaux en mauvaise santé, généralement c'est pas très bon. Et pour la faune sauvage aussi, si on commence à avoir la faune sauvage qui meurt, généralement c'est un très mauvais indicateur sur ce qui peut se passer après pour les humains. Mais tout ça en fait finalement ça suppose quand même qu'il faut une collaboration. Et donc ça c'est peut-être ça qui devient le plus dur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment une collaboration entre les secteurs et les disciplines. Les secteurs, ça veut dire les ministères. Vraiment, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Transports aussi, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Santé, le ministère de l'Écologie, tout ça doit travailler un peu. Les disciplines, donc c'est vrai qu'on était déjà un peu en avance avec Pierre Lajolie parce qu'on était entre discipline écologique et discipline des sciences juridiques, notamment du droit de l'environnement, mais ça veut dire aussi les gens qui travaillent sur les écosystèmes, sur les satellites, sur la santé évidemment publique, la santé publique animale. Et puis, ça c'est ça. D'un autre côté, il faut aussi une meilleure coordination au niveau de société, à toutes les échelles, régionales, locales, villes, campagnes, ça veut dire avec l'inclusion, avec l'équité, avec l'accès, donc ça veut dire aussi un peu ce que l'OMS parlait évidemment de justice et de santé globale. Donc ça veut dire vraiment une meilleure coordination des sociétés, tout ça pour avoir une meilleure finalement capacité à pouvoir répondre sur le One Health, donc à travailler sur cette santé qu'on peut dire partagée ou des santé qui se complémentent, écosystème, humain et animal. Donc ce qu'on appelle, puis bien communiquer, ce qu'on appelle généralement les 4C, c'est collaboration, coordination, capacité et communication. Donc ça, on avance, et puis les 4 organisations internationales se sont mises ensemble, c'est-à-dire l'OMS pour la santé humaine, l'OMSA, l'Organisation mondiale de la santé animale, la FAO, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, et le Programme des Nations Unies. Donc le Programme des Nations Unies, c'est tout ce qui s'occupe des conventions internationales, la Convention climat, la Convention de biodiversité, donc qui est vraiment en appui pour les approches des changements globaux. Tout ça travaille ensemble, donc le panel est là pour les aider, pour répondre à leurs questions, et il s'est mis un plan d'action modèle qui vient de sortir pour mettre en place avec finalement des chemins d'action. Donc il y a des actions pour réduire les risques épidémiques, contrôler mieux les maladies tropicales
tropicales, et notamment les maladies tropicales négligées qui affectent aussi bien les humains que les animaux. Mieux aussi finalement lutter contre les problèmes d'antibiorésistance, d'antibiotiques, travailler aussi sur finalement la sécurité alimentaire. Et puis finalement tout ça c'est des capacités très importantes qui sont demandées. On voit bien que même dans des pays développés comme le nôtre, on a bien vu les problèmes de maintenir une santé publique de qualité efficace, sans parler aussi de santé vétérinaire publique efficace. Ça coûte cher, ça demande de la coordination, ça demande du soutien. Donc ça revient aussi dans pas dans les pays du Sud qui sont finalement soit des problèmes de gouvernance, soit des problèmes seulement de capacité humaine ou de capacité financière. Donc ça se pose aussi, on voit bien qu'on est tous connectés, il faut quand même une solidarité aussi au niveau international. Et puis quelque chose qui me concerne avec certains de mes collègues, c'est finalement comme le secteur de l'environnement, des disciplines plutôt comme moi de l'écologie, peuvent contribuer efficacement donc à ces problèmes de santé des humains, des plantes, des animaux et du fond et des écosystèmes. Et inversement, finalement, travailler bien sur cette collaboration et ouvrir cette collaboration. Alors là, maintenant, je vais vous parler un petit peu, on va finir avec ça, des bonnes nouvelles. Comment on fait? Donc, alors, il se passe plein de choses. Ça, je trouve, par contre, ça a été quelque chose d'assez important, y compris en France. Il y a des plans One Health qui ont été mis en France, notamment par la région de Nouvelle-Aquitaine, qui a mis vraiment en place ça, donc avec un ancien d'ailleurs président du Muséum d'histoire naturelle de Paris, c'est lui qui pilote pour la région de Nouvelle-Aquitaine, donc avec pas mal d'activités différentes, notamment faire ce lien entre zéro perte de biodiversité et une seule santé, donc la résilience et le passage finalement à une agriculture qui soit plus résiliente et moins impactante sur l'environnement, y compris sur la santé face au changement climatique. On voit la ville de Lyon, par exemple, qui a mis aussi des plans une seule santé de gestion des espèces à problème. Donc c'était comme les moustiques, par exemple, c'est-à-dire comment gérer de façon efficace sans balancer des pesticides partout et de mieux dans cette approche une seule santé. Et puis en Asie du Sud-Est, oui, c'est quand même un lieu où finalement c'est assez important. Et là, c'est 15 ans de travail, donc, y compris donc, avec Yannick Chaval qui est là, on a tout démarré ensemble il y a une quinzaine d'années là-bas. Et il y a, je marque 12 ans maintenant, ça fait plutôt 11 ans, quoi. 12 ans, mais c'est pas vraiment, 11 ans, qu'on travaille vraiment avec 8 communautés d'hébergeurs, des administrations, donc sur un sous-district de la région de Nan, dans le nord de la Thaïlande, en lien assez proche du Laos, à la frontière du Laos. Et relativement intéressant, c'est 4 villages qui sont plutôt dans la plaine centrale, plutôt très productive, qui continue avec une intensification de production. Et puis on a 4 villages qui sont plutôt en colline, qui là font face plutôt à des aspects de perte des agriculteurs, donc des changements très importants, des problèmes d'érosion, mais aussi un parc national, donc il y a aussi des aspects maintenant qu'on découvre un peu plus de reforestation et même parfois de plantation commerciale. Donc très contrasté qui permet finalement d'avoir une seule administration, mais finalement de pouvoir avoir quelque chose de très je dirais, comparable 4 villages par 4 villages, mais aussi très contrasté. Donc, et puis surtout avec des gens qui sont fantastiques en termes. Et donc on a développé de nombreux projets qui sont aussi bien de biodiversité, qui sont aussi bien de santé humaine, de santé animale, d'antibiorésistance, qui partent toujours par une bonne description de quels sont les acteurs, de qu'est-ce qu'on a besoin, et puis cet engagement de la communauté et des administrations locales. On a pu développer de nombreux projets, donc des projets de biodiversité par exemple, où finalement, en travaillant aussi avec les chasseurs locaux, parce que même si moi on est des chasseurs de rongeurs, on n'est pas forcément très bons par rapport aux chasseurs locaux, mais on a disons, un partage d'expertise, donc beaucoup sur les rongeurs, toutes les maladies de rongeurs, mais aussi finalement travailler sur les poissons, les amphibiens, la diversité en général, une sorte de cartographie qu'on fait de plus en plus de la biodiversité, des usages de cette biodiversité, la chasse, la pêche, et aussi des problèmes qui sont associés à ces faits. Et puis finalement, c'est de nombreux travaux qu'on a pu faire, notamment sur les antibiotiques, l'usage un peu, je dirais, très
assez mauvais, hein, des antibiotiques, notamment en élevage moyen. Donc voilà, une pharmacie un peu, voilà, qui pose problème, ceci avec finalement une sélection sur les antibiotiques, mais aussi pas mal, on apprend aussi pas mal sur finalement la diversité des parasites intestinaux, hein, qui sont liés à l'alimentation, à l'eau, quoi. Et puis les maladies vectorielles, les maladies zoonotiques, et aussi les maladies des animaux sauvages et domestiques, quoi. Donc finalement, ça permet de pouvoir accumuler des tas de données différentes, mais travailler ensemble, quoi. Et finalement d'arriver à répondre aussi à des sollicitations qui sont directement posées localement. Un exemple, c'est directement le lait fermier commence à nous dire on utilise trop de pesticides, est-ce que c'est mauvais pour notre santé? Et donc ça, fermier a posé ça. Et finalement, c'est aussi le département de la santé animale, la production animale, qui dit non, moi. Alors on commence à discuter avec la personne responsable des problèmes qu'on avait travaillé pour lui, d'ailleurs, sur les problèmes de santé animale, puis de dire oui, ok, mais enfin, moi, là, je m'inquiète un peu parce qu'ils utilisent beaucoup de pesticides. Finalement, est-ce que c'est mauvais pour les animaux, notamment pour toute l'exportation qu'il peut y avoir, même si elle n'est pas très forte. Hein. Donc, on est parti là-dessus, sachant qu'on n'est pas du tout des gens de l'agronomie, on n'est pas là pour répondre, donner des solutions agronomiques. Par contre, on va pouvoir travailler, c'est ce qu'on a fait, on a fait la cartographie participative. Qu'est-ce qu'ils font comme type de culture, qu'est-ce qu'ils utilisent comme type de pesticides. C'était quand même assez fou. Et on a eu 900 personnes qui ont participé pour tester leur exposition, notamment au glyphosate. Donc ça a été quand même assez cool. Et on a testé en même temps les animaux domestiques, les animaux de compagnie, les rats, les chiens, et y compris les poissons. Donc ça, c'est vraiment le... Et finalement, là, après, pour repasser ça vers l'agriculture, ce qu'on appelle un peu les connaissances, les pratiques, et la vision qu'ils ont des gens. Quoi. Donc c'est pourquoi ils utilisent des pesticides. Et puis, comment ils verraient, est-ce qu'ils voient possible un monde sans pesticides, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver. Quoi. Donc ça, c'est finalement, ça permet d'avoir la vision collective et ce qu'ils demandent. Quoi. Et après, de retravailler, finalement, on a passé vraiment un peu tout ça vers l'agriculture, qui a finalement des méthodes alternatives, hein, notamment pour aller vers de l'organique, notamment, mais qui suppose quand même un changement complet des pratiques, quoi, et surtout des marchés. Quoi. Donc là, ça ouvre encore le problème économique qu'il peut y avoir. Mais ce que je voulais vous montrer, c'était, et on va finir au final, alors si on a fait les 10 années d'exposition, donc avec toutes les communautés, tous les enfants qui venaient, donc avec tous mes collègues des différents départements, la province, le parc national, donc on a fait vraiment un peu d'exposition qui a été assez sympa et réussi. On a fait, même pour les enfants, on a fait ce qu'on voulait faire depuis longtemps, c'était un dernier dit des enfants. Quel était le savoir écologique des enfants en termes de plantes? Ce que finalement, ce que papa, maman, grand-papa et grand-maman utilisent comme plante pour la cuisine, pour la pharmacopée. Et là, c'est vrai qu'on voit encore une fois aussi cet aspect. Tous les enfants, vous pouvez imaginer, tous ces enfants qui sont dans la plaine centrale, en pleine, je dirais, expansion et intensification, ils sont en train de perdre le savoir. Alors que par contre, en montagne, ces enfants de même âge ont toujours un savoir écologique qui est assez conséquent. Quoi. Donc finalement, c'est aussi tous ces savoirs traditionnels qui se posent question. Alors finalement, on est parti sur cette question maintenant. Avec finalement ce travail, c'est découvert qu'on est plutôt passé dans la Thaïlande, dans un endroit où on n'est plus tellement de déforestation, il y en a encore dans certains endroits, notamment mais on est plutôt dans des passages d'augmentation de l'urbanisation au détriment de l'agriculture. Ça, c'est un problème. Cette urbanisation qui est destructrice finalement de l'agriculture. On voit aussi une intensification de l'agriculture, certains passages de l'agriculture aux plantations commerciales, mais on voit par contre en montagne notamment un abandon des terres, un peu comme ici d'ailleurs, hein, finalement, et où il y a de la reforestation et de la reforestation communautaire. Donc avec des forêts qui sont vraiment des communs. C'est-à-dire il n'y a pas de propriétaire, hein, c'est une propriété d'usufruitier. Le chef du village est simplement responsable. Et il y a des modes d'usage, des modes d'accès et de la régulation qui se passe au niveau de ces forêts. Plus il y a de la forêt, je dirais, de replantation notamment proche du parc national. Quoi. Donc on a travaillé sur un gradient,
et surtout au départ, on voulait voir ce qui se passait, sans plus. En termes de refaunation associée, donc on a disposé, capturé beaucoup d'animaux, des rongeurs aussi, on a mis aussi des colliers sur les chiens pour regarder comment il se passait, quoi. Et puis on a attrapé des chauves-souris, parce qu'il y a une grotte tout en haut, et on a travaillé sur un gradient qu'on peut voir ici, tout en haut, c'est en côté jaune, il y a une grotte qui est vraiment la chauve-souris qui est vraiment dans le parc national, puis on descend, il y a à peu près 300 mètres, 400 mètres de dénivelé, quoi, et ça passe par une zone de reforestation, c'est l'orange, des zones de plantation. Après les zones agricoles, qui sont en pleine, le village, et on a encore juste à côté du village des forêts communautaires. Et finalement, en travaillant sur ça, ben là on a trouvé, ça pour moi c'était fantastique, c'est-à-dire quand on interrogeait les gens, disaient, moi je reprenais ce qu'il y a des animaux, tout ça, donner des noms d'animaux qui venaient, ça c'est des chasseurs, donc c'est comment, c'est un peu menteur et tout ça, on ne peut pas croire, quoi. Et c'est plus que ça, c'est vraiment impressionnant parce qu'on a finalement retrouvé du pangolin, il y a des pangolins qui est quelque part, quoi, tout en haut, du pangolin, la civette, tout ce qu'il faut, notamment pas loin des grottes à chauves-souris, tout ce qu'il faut. Normalement, si on prend les scientifiques, on voit on voit aussi évidemment des singes et on voit deux espèces de chats sauvages, des mangoustes, des mustéidés, on voit deux espèces de lyres, et on voit même aussi un ours asiatique brun, qui est revenu, qui est proche du village, qui est à 600 mètres à peu près du village. Donc on voit une refaunation. On voit une refaunation, mais finalement, c'est avec ça maintenant qu'on commence à étudier. La refaunation, est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux? C'est la question que j'ai portée à la santé publique. On refaune, potentiellement, mais du danger. Tout ça, c'est plein de virus, quoi. Plein de choses, quoi. Est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux? Alors, quand je pensais à la santé publique, un ministère, la question me dit, c'était bien pour la biodiversité, mais c'était pas bien pour les humains. Et là, j'ai répondu, finalement, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais a priori, je fais l'hypothèse, et je leur ai montré le contraire. Je vous ai montré juste avant que quand ça se dégrade, ça va mal. Donc ça veut dire que si on fait de la restauration écologique, si on fait de la reforestation, c'est vraiment des belles forêts reforestées, vraiment avec des espèces locales, multispécifiques, si on a de la refaunation, on recrée les régulations. On a ces prédateurs qui vont réguler les proies. On revient avec des oiseaux qui vont aussi réguler les populations de moustiques. Donc on voit des rongeurs qui aiment bien les humains, les rats, les rats sémantropiques, qui reculent. Qui reculent, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans ces parties reforestées, mais ils restent plutôt dans les parties, je dirais, de plantation commerciale. Donc on va dire qu'on a quelque chose qui se passe. Donc c'est plutôt très encourageant. Donc on peut avoir vraiment des solutions basées sur la nature. Donc ça, c'est un gros programme qui est lancé aussi par des grandes organisations internationales, notamment ce que vous avez parlé, le programme des Nations Unies pour l'environnement, mais le programme sur le développement durable, des Nations Unies et l'UICN, c'est Nature for Health, c'est-à-dire aider au pays à prévenir les risques pandémiques en travaillant vraiment à l'échelle des écosystèmes. Là, c'est-à-dire ne pas que se préparer, parce qu'on voit bien qu'on n'est pas forcément bon pour se préparer, et ne pas penser que la préparation et la réponse, c'est les uniques solutions. Il faut évidemment, il faut savoir, il faut pouvoir répondre rapidement, mais finalement il faut surtout prévenir. Ce que dirait avant le médecin, vaut mieux prévenir que guérir, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en place. C'est ce qui a été porté aussi notamment par l'UNESCO, les réserves de biosphère. Donc, un projet assez important, finalement, c'est d'utiliser ces réserves de biosphère pour finalement mettre en place des solutions qui sont des développements locaux, qui protègent la biodiversité, mais qui vont utiliser la santé comme étant un moyen de pouvoir faire ce travail. C'est-à-dire travailler sur des meilleures pratiques agricoles, des meilleures pratiques d'élevage, qui vont maintenir la biodiversité, mais finalement qui peuvent réduire surtout les risques zoologiques. Pas forcément le danger, mais les risques. Et je vais m'arrêter là, et je vous remercie. J'ai parlé vraiment, je ne me suis pas rendu compte.
Ça y est, le micro est arrivé. Donc il atteint sa première question. Généralement, j'ai pas beaucoup de questions parce que tout le monde... Ah, le micro est plus rapide que la question. Ça va aller. Bonsoir, j'ai deux questions. La première, c'est sur parmi les différents impacts de dégradation des écosystèmes, est-ce qu'on a identifié la contribution de la dissémination de produits chimiques, type résidus de pesticides ou résidus de médicaments dans le milieu, et notamment leur fait qu'ils peuvent sélectionner des souches de virus ou de maladies plus efficaces. C'est une question. Ouais. Non, ça c'est une bonne question. Il n'y a pas beaucoup de travaux, mais les peu de travaux qu'il y a fait vont plutôt dans le sens que vous mentionnez. On a de plus en plus d'évidence, notamment sur la résistance aux antibiotiques, ou qui sont finalement favorisées par l'usage des pesticides, des métaux qui font mettre les bactéries en stress. Et quand les bactéries sont en stress, favorisent les échanges, et notamment les échanges de gènes d'antibiorésistance. Après, on sait aussi qu'on a sélectionné des moustiques parce qu'on usage des pesticides contre les pestes agricoles. Donc finalement, on essaie de lutter contre les pestes agricoles et finalement, non seulement on sélectionne de la résistance à ces pesticides, mais on a aussi des sélections indirectes sur les moustiques, notamment, si on a des exemples sur les anopheles par exemple. Ouais. Donc oui, tout à fait. Ça, on a de plus en plus d'exemples. Alors, c'est des cocktails aussi qu'on peut avoir. Donc, mais c'est pas beaucoup de monde à travailler là-dessus. C'est un peu compliqué. Ça veut dire qu'on ne sait pas identifier la proportion contributive de ces facteurs-là sur le problème. Non. Même sur les émergences, on a classifié à peu près 11 facteurs. Là, on est en train de travailler sur 11 facteurs potentiellement liés rien qu'aux émergences, pas à la transmission. Donc pour parler de l'agriculture intensive, mais finalement, quand on travaille, donc on a extrait à peu près 50 000 articles scientifiques sélectionnés qui traitent de ces sujets-là. Et quand on regarde les évidences scientifiques, il y en a peu pour chacun des facteurs, mais surtout, il y a peu d'études, pratiquement pas d'études, qui s'intéressent à l'interaction entre les facteurs. C'est ça en fait qui est important. Qu'est-ce qui se passe quand on a une agriculture intensive qui est en même temps associée avec une intensification agricole, une intensification de la production animale, mettre un peu ces facteurs-là, y compris aussi les facteurs de production ensemble. Donc là, il y a très peu de choses, on ne sait pas faire encore. Merci. La deuxième question, c'était par rapport à la transformation rapide des zones polaires, avec les modifications du permafrost. J'ai lu un article récemment il y a quelques équipes scientifiques qui travaillent sur la remise dans le milieu de virus très très anciens. Est-ce qu'on a une idée, j'imagine que c'est très difficile d'être précis, mais une idée de l'impact sur les propagations de maladies de ces très anciens virus? Alors ça, on n'a pas du tout. Alors, très anciens virus, oui, on en a trouvé, quoi. Ils sont pas... On a trouvé, quoi. On ne sait pas trop. Il y a des gens qui travaillent dessus, d'ailleurs, comme des bactéries, il y a énormément de bactéries, quoi. Dans tous ces trucs qui sont vivants, qu'on peut remettre en culture, quand c'est certains types de bactéries. La seule chose qu'on connaît vraiment bien, c'est la fièvre charbonneuse, le charbon, quoi. Donc l'anthrax. Là, par contre, qui est associé souvent à quand il y a des épidémies, qu'on peut toucher, par exemple, les rennes. Donc les cadavres sont morts et ils sont bourrés de spores. Les spores sont super résistants. Et là, on a vraiment des cas de redémarrage, donc d'épidémies locales, quoi, sur ces sols qui ont été dégelés et qui ont touché aussi bien des élevages que des humains. Donc ça, on a vraiment de bons exemples. Ce qu'on sait un peu aussi, c'est évidemment les virus grippaux qui adorent le froid et qui peuvent être congelés. Donc ça, on peut avoir potentiellement, parce qu'en fait, ils sont aussi associés avec les oiseaux migrateurs, quoi. Donc quand ils viennent plutôt en saison un peu plus chaude, ils peuvent être là. Et les virus, ces types de virus adorent plutôt le froid, quoi.
donc ils survivent très bien. Donc ça, c'est des choses que les gens regardent un peu plus. Après, en termes de virus qu'on ne connaît pas, là, par contre, ça veut dire qu'on a tout un tas de potentiel de danger et qu'on est seulement incapable pour l'instant de pouvoir caractériser. Et le risque encore moins. C'est des inquiétudes que les gens se posent en termes finalement de retravail, parce que si on se remet à faire notamment des recherches du pétrole, tout ça, c'est la question, quoi. On va amener des gens. Et on va forcément des gens qui vont commencer à creuser, qui vont bouger les choses, qui vont mettre alerte. Donc oui, c'est un peu la question que se posent certains scientifiques, quoi. Quel est le risque? C'est-à-dire finalement, quel est le danger qui va être l'exposition, la vulnérabilité des gens qui vont être dans ces environnements qui sont plein de bouleversements. C'est pas gay tout ça. Concernant votre association One Hills, il y a un budget important ou c'est plutôt symbolique? Alors, c'est une grosse discussion, on va demander aussi à Genève. Alors, il y a plusieurs choses qui se passent. Alors, d'une part, il y a en discussion, donc une grosse discussion importante, c'est sur un nouvel instrument, le traité des pandémies, qui va être un instrument normalement juridique, donc les pays des Nations Unies travaillent dessus, quoi, qui serait normalement PPR, prévention, préparation et réponse. Donc, évidemment, avec, dans ce cas, les Nations Unies, ça veut dire que les gens, il faut avoir des mécanismes contributeurs et de partage. Ça, c'est une discussion très forte. Et la prévention, ça n'a l'air pas d'être vraiment à l'ordre du jour. C'est dedans, mais c'est pas là, quoi. C'est vraiment préparation et réponse. Donc, et le modèle risque n'est pas bien vu. D'un autre côté, la Banque mondiale a développé un nouvel instrument de financier et de dons qui s'appelle le FIF, qui est aussi pour préparation réponse aux pandémies. Donc là, par contre, ça donne des moyens, c'est des budgets de plusieurs milliards d'euros, quoi. Donc ça demande des moyens pour les pays, notamment pour les pays en développement, les pays à risque, quoi, ou les pays moyens, quoi, de pouvoir finalement mettre en place des stratégies de réponse. C'est leur meilleure raison. Et donc là, avec des moyens financiers, gratuits de la presse, c'est que des fonds ponctuels. Ça suppose vraiment à repenser, quoi. Ça veut dire vraiment qu'il va falloir que les pays eux-mêmes investissent dans leur système de santé. C'est pas gagné. J'avais une autre question, c'était concernant les grippes aviaires. Ouais. En France, on commence à se sortir autrement que par destruction. Ça, c'est une très bonne question. Surtout que j'ai bien suivi depuis 2016 à peu près, 2017, avec la Confédération paysanne, le MODEF, et puis donc tout ce qui s'est passé dans les Landes, pas tellement dans le monde ici, et dans le Pays Basque, quoi. Et donc c'est vrai que chaque fois ce qui était proposé, de toute façon c'est l'abattage. Donc c'est l'abattage y compris d'ailleurs, et le problème c'est que ça touche tout le monde, y compris finalement donc, les espèces qui sont des espèces locales qui ne supportent pas du tout le confinement. Donc le confinement aussi c'est une catastrophe et donc il y a vraiment des soucis. Donc ça c'était vraiment ce qui existait jusqu'à présent et qui avait jusqu'à très très récemment. Et avec un ciblage finalement assez pour soi-disant mise à l'index des petits élevages faiblement densifiés, plein air, parce que c'est eux soi-disant qui font le lien avec la faune sauvage, qui finalement n'a pas du tout été démontré, en tout cas pas dans le sud, où c'est plutôt finalement la circulation des animaux qui a finalement, et on voit sur les canons, la circulation, c'est là où c'est animé. Et on voit aussi que les élevages les plus densifiés, c'est les élevages qui ont la mortalité. Alors que des élevages petits, on peut avoir de l'exposition, donc on avait, mais il y a une très faible mortalité. Donc ça va vraiment faire repenser un peu le système. Qui va évoluer vers deux aspects. C'est d'une part partir vraiment sur la vaccination, parce qu'en fait, on tue les animaux, c'est pas vraiment pour termes de santé humaine, c'est simplement pour l'exportation. Et donc il faut, si on vaccine, on ne peut pas savoir si on a éradiqué la maladie. Donc en termes d'exportation, c'est pas possible. Donc il faut finalement
pas d'animaux vaccinés. Il ne faut pas de vaccination. Il faut indemne. Donc ça, c'est quand même le souci. Donc il faut changer un peu le truc international pour dire que finalement, on met des animaux vaccinés, c'est-à-dire que selon les tests, ils sont positifs, ils ont été vaccinés. Donc ils ont des anticorps et tout. Donc il faut vraiment un peu changer ce qui est en train de faire. Parce que les vaccins sont là, ils marchent très très bien, puis ils marchent. Il y a une couverture quand même qui bloque vraiment la transmission, pas comme les vaccins anti-Covid, ça bloque vraiment la transmission. Et le deuxième aspect, c'est une belle étude qui est en train de se monter, qui associe justement les petits élevages, non densifiés, avec l'ANSES. C'est-à-dire qui les implique eux-mêmes directement dans les protocoles, pour finalement mieux travailler avec eux des protocoles, maintenir l'élevage en plein air, mais qui réduirait finalement le risque. Donc c'est tout encourageant pour ça. Bien, comme complément, des petits élevages, c'est combien de... Ah, je pourrais plus vous dire. C'est surtout la densification. Je pourrais plus vous dire. Je les ai plus en tête. Je suis désolé, je revois un peu parce que je l'ai donné. Mais généralement c'est des groupes qui sont quelques centaines et qui tournent sur des élevages à l'échelle humaine. Donc, qui peuvent aller, ça ne dépasse pas les milliers de têtes, des milliers je ne sais pas comment ils appellent, de têtes, des choses comme ça. Et généralement aussi avec la volonté, pour éviter le transport des animaux, c'est d'avoir l'autorisation d'abattre à la ferme. Dans ce cas-là, finalement, on évite le transfert, on évite aussi, on réduit le stress, ça peut parler de bien-être animal, en termes d'abattage, mais ça évite tous les transports et les stress et le risque sanitaire. Pour insister sur ça, il y a des ateliers mobiles maintenant d'abattage qui se rendent directement sur les exploitations et ça évite effectivement tout ce que vous avez indiqué. Et le micro attend. Ah, qui c'est qui veut? Oui. Tu as parlé de la refondation dans la région de Nam, en Thaïlande. En fait, si j'ai bien compris, il faut préserver en fait une proximité, enfin éviter une proximité entre la faune sauvage et l'élevage. Donc, est-ce que tout ça, est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Ça, c'est une très bonne question. C'est une question qui paraît répondue. C'est-à-dire, finalement, est-ce qu'il faut séparer les animaux domestiques des animaux sauvages? Donc ça, c'est la question importante. Et est-ce que finalement, la diversité et le côté multispécifique de l'élevage peut aussi finalement protéger? C'est-à-dire en travaillant. On sait que d'un point de vue génétique, le problème de l'élevage industriel, c'est ça aussi, hein, c'est que génétiquement c'est uniforme. Alors, en plus, c'est souvent parce que de toute façon, il faut des bêtes, des animaux qui arrivent à supporter le confinement, le stress, tout ça. Donc généralement, c'est des animaux qui sont sous stress, qui sont incapables de se reproduire, qui sont bourrés de maladies, des maladies auto-immunes, Donc ils sont très susceptibles. Donc c'est-à-dire que si quelque chose rentre, c'est immédiatement plus ça concerne. Dès qu'on voit, et théoriquement qu'on le voit bien aussi, y compris pour les animaux sauvages, si on augmente la diversité génétique, finalement ça pense qu'on augmente la diversité des virus, la diversité des pathogènes potentiels, mais il n'y a plus d'épidémie. Donc finalement c'est plus résilient. Donc ça veut dire qu'on peut travailler déjà sur des races qui sont génétiquement très variées, y compris au sein d'une race, qui va te permettre, et ce qui semble être le cas, d'être beaucoup plus résilient en termes d'impact maladie. Mais évidemment, ils peuvent être soumis à ça. L'idée, c'est ce qu'on avait avec une collègue, qui est plutôt sociologue du risque, Muriel Figuier, qui travaille sur des systèmes que finalement, est-ce que travailler aussi sur des élevages multispécifiques, finalement, ils sont encore pas plus résilients encore. Et que finalement, leur exposition à d'autres choses, des microbes qui proviennent de la faune sauvage, finalement, c'est même peut-être pas un danger, mais peut-être finalement quelque chose d'intéressant en termes d'apprentissage et d'éducation dans le système immunitaire. Et, comme un peu nous, c'est-à-dire le fait
d'avoir des gens, notamment des enfants, qui ne sont pas du tout exposés à la diversité du vivant. Finalement, c'est là qu'ils commencent à exploser en termes de maladies auto-immunes, l'asthme, tout ça, c'est vraiment totalement relié, quoi. Donc finalement, travailler sur ça. Ça, par contre, c'est quelque chose c'est pas gagné de pouvoir faire ce genre d'études en termes d'intérêt, quels que soient les endroits, quoi. C'est un peu l'idée. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on ne se sépare pas. Parce qu'il y a quand même cette idée aussi derrière, y compris par certaines collègues philosophes, donc comme Virginie Maris, qui a développé vraiment une approche qui dit finalement, on ne peut pas vivre ensemble, on se séparer. Donc elle, c'est une philosophie de la séparation. Donc alors par contre, on a plutôt une philosophie derrière, que vous avez entendu dire, comme notamment Jean-Baptiste comme Morisot, comme d'autres, qui est plutôt de la réconciliation, quoi. Donc finalement, d'arriver à vivre ensemble. Donc ça va être un gros enjeu. L'élevage, je pense que c'est là. Si on ne réussit pas avec l'élevage, on va pas se réconcilier. Parce qu'on n'est pas obligé quand même, vu que la diminution des espaces disponibles est importante, donc en fait on est obligé de mixer dans le monde. On ne pourra jamais parquer. Certains vont faire ça sur des parcs nationaux, où on va garder comme des gens blancs, qui sont appelés les gardiens, tout ça, quoi, on va garder un peu de choses, quoi, tout le reste, on va... Comme les îles en Nouvelle-Zélande, où on a... Voilà, et ils vont faire un peu la méthode chinoise, c'est-à-dire qu'ils ont monté largement leur terre protégée, tout ça, quoi. Et puis les cochons sont en ville dans des immeubles de 15 étages, quoi. Ça, c'est l'aboutissement de la séparation, quoi. Bon, en attendant la prochaine question, j'aurais voulu rebondir. Ce que vous avez dit finalement, pour les enfants, on a constaté qu'après le confinement, ils avaient eu un manque de brassage et ils étaient plus souvent malades et il y a eu des émergences. Et donc, c'était clair, de toute façon, c'est séparé. C'était attendu. En fait, nous, on a fait une étude aussi comparative des facteurs de risque, donc après l'année 2020, facteurs de risque humains. Donc, effectivement, pour le Covid-19, c'était clair, c'est pas bon quand on est un homme âgé en bon point avec des maladies respiratoires chroniques. Un peu moins ça. Donc ça, c'est pas bon du tout, quoi. Ça, on voit bien à l'échelle globale. Par contre, on voyait un facteur de protection, c'était l'exposition, la morbidité dans les pays au virus respiratoire. Donc ce qui veut dire que ça sous-entendait que l'exposition à des virus respiratoires, à d'autres coronavirus, avait un effet protecteur. Donc c'est parti un peu de cette éducation. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faudra s'exposer à tout, quand même. Bon, attention, mais c'est un peu se trouver, si on veut avoir une homéostase de l'environnement, une résilience de l'environnement, mais c'est aussi la résilience interne, et notamment notre système immunitaire qu'on voit, c'est super précieux, quoi. Et quand on a un système immunitaire qui se dérègle, ça va vraiment mal, quoi. Toujours pas de questions, alors je vais rajouter. Le système immunitaire, finalement, faire ce qu'il faut pour le rendre plus résistant, et parfois ce ne sont pas l'usage de produits ou autres, c'est simplement des pratiques. C'est ce que vous essayez aussi de... Oui, c'est clair qu'on voit bien sur les enfants, on a des belles cohortes qui étudient, notamment en Nouvelle-Zélande, aussi en Finlande, c'est là qu'on a les plus longues, qui montrent bien que les enfants qui vivent dans des milieux plus riches en divers, plus riches même y compris en pollens végétaux, plus riches en animaux, donc avec un NDI sur une quantité de productivité biologique de qualité, la chance de développer des maladies immunes, c'est-à-dire la chance en termes statistiques, elle est négative comparativement à des enfants qui vivent en ville. Alors plus le microbiote, c'est tout le système digestif, on perd son microbiote intestinal et on perd les virus, on perd les bactéries et en même temps on commence aussi à développer, comme le type digestif c'est aussi très lié avec le mental, c'est tous les aspects aussi de santé mentale qui sont liés avec le microbiote. Donc c'est vrai que c'est un équilibre, l'humain on est bourré de microbes, mais qui font partie de notre vie et qui fait notre lien avec les autres microbes. Et c'est un peu cette résilience, il faut qu'on travaille ça aussi ici. Il faut protéger la biodiversité de la faune sauvage, la biodiversité agricole, la biodiversité des pratiques et la biodiversité de notre microbiote, qui est vraiment important. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous en pose quand même une.
c'est quand on réinvente la ferme, où on voyait le veau, la vache, le cochon, les poulets, tout ça mélangé, le lapin qui sautait, et puis tout ça finalement, ça finissait à la casserole sans trop de problèmes. C'est un autre. Oui, c'est ce que je disais un peu au départ, c'est vrai que ça fait repenser notre système alimentaire mondial, le système alimentaire de production des échanges, pas du tout. On a des fermiers qui sont super entêtés, qui sont malheureux, qui sont pas en bonne santé, qui ont un taux de suicide qui est faramineux, ça va pas, quoi. Donc, et en même temps, ce que je disais aussi, c'est des animaux qui sont en mauvaise santé, qui sont pas bien, des agriculteurs et des éleveurs qui sont en mauvaise santé, qui sont pas bien, des consommateurs qui sont aussi pas bien, quoi. Donc là, ça veut dire que ça va pas, quoi. Il y a d'autres systèmes à faire, mais ça veut dire aussi, c'est pas évident, quoi, parce que quand on voit, je vois à gauche de quand on voit les systèmes d'endettement et le système de production, de quitter ça, c'est pas possible. En fait, il faut qu'ils remboursent tout, et par contre, s'ils continuent à s'endetter, ils peuvent avoir le financement. Donc oui. Voilà, il y a un gros système, quoi. Mais ça concerne aussi bien les systèmes aquatiques. Les élevages de saumon sont des générateurs de virus qui en sont amplifiés, qui partent sur le saumon sauvage, quoi. Donc non, le saumon sauvage est affecté par tout ce qu'on parle de pollution, des dégradations environnementales et tout, mais par des virus qui sont cultivés en pays dans les élevages de saumon. Donc, on va arrêter sur les... Bon, on voit des solutions, mais on va vous remercier. On peut y aller. Bonne soirée à tout le monde. Et merci encore.